Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on plonge directement dans l'un des chefs-d'œuvre absolus de la littérature, Madame Bovary de Gustave Flaubert. Bon, on pourrait se dire que c'est juste une énième tragédie romantique classique, mais franchement, ce serait passé complètement à côté de l'essentiel. Quand ce roman sort en 1857, c'est une véritable bombe. L'idée aujourd'hui, c'est de comprendre comment l'histoire, a priori hyper banale, d'une femme de médecin de province, a pu se transformer en une critique féroce, révolutionnaire et carrément scandaleuse de la société française du 19e siècle. Alors, au programme, on va d'abord parler de Flaubert et de son approche réaliste. Ensuite, on retracera le destin d'Emma avant de se pencher sur la critique de la bourgeoisie. On abordera aussi la quête d'émancipation féminine pour finir en beauté avec le fameux procès pour immoralité. Allez, c'est parti avec la section 1, Flaubert et le réalisme. Pour bien capter l'ampleur du choc à l'époque, il faut se remettre dans l'ambiance du Second Empire. C'est une période de gros bouleversements politiques, où le matérialisme prend vraiment le dessus. Et là, depuis sa maison en Normandie, Flaubert va littéralement renverser les codes de la littérature. Du coup, la grande question qu'on se pose, c'est pourquoi ça a fait un tel scandale ? Comment une banale histoire de dette et de liaison a pu menacer l'ordre moral ? Eh bien, la réponse n'est pas seulement dans le quoi, mais surtout dans le comment. Et le contraste est brutal. Avant lui, c'était le règne du romantisme. On mettait en avant les grands sentiments, l'amour pur, la nature grandiose. Flaubert, lui, il prend tout ça et le met de côté pour imposer le réalisme. Il adopte un ton clinique, presque cynique, pour décrire le quotidien dans tout ce qu'il a de plus banal et médiocre. Il refuse totalement de juger ses personnages. Il pose la vérité là, crue, sans aucun filtre. Et c'est justement ce regard froid et impersonnel sur des comportements immoraux qui a profondément perturbé la société de son temps. On passe à la section 2, le destin d'Emma Bovary. Alors Emma, c'est une fille de paysan qui a grandi en lisant des tonnes de romans à l'eau de rose. Elle s'attend à une vie pleine de passion, mais au final, elle va s'enfoncer dans une vraie spirale infernale. Ça commence à Tostes, où son mariage avec Charles Bovary, un homme gentil mais d'un ennui mortel, la plonge dans une désillusion totale. Ensuite, direction Yonville. Pour fuir la routine, elle se lance dans une liaison passionnée avec Rodolphe, un riche propriétaire. Quand ça casse, elle trouve plus tard une autre échappatoire à Rouen avec un jeune clerc, Léon. Mais en parallèle, et ça c'est la phase 4, pour combler son vide intérieur, elle dépense une fortune en objets de luxe et s'endette jusqu'au cou. Ce qui nous amène inévitablement à la phase 5, la tragédie absolue. Ruinée au pied du mur, elle choisit l'arsenic pour en finir. En fait, le moteur de tout ce roman, c'est vraiment ce tiraillement constant entre deux mondes complètement opposés. D'un côté, vous avez les illusions romantiques d'Emma. Le déclic pour elle, c'est le bal de la Vaubyessard. Elle y découvre l'aristocratie, le faste, la soie. Elle a littéralement ce qu'elle appelle le teint de la richesse gravé dans la tête. Et de l'autre côté, c'est la réalité étouffante et boueuse de Yonville, coincée dans un mariage sans aucune envergure. L'incapacité d'Emma à réconcilier ces deux réalités, c'est exactement ce qui va la détruire. Section 3, la critique de la bourgeoisie. Bon, ce serait quand même un peu facile de tout mettre sur le dos d'Emma. Flaubert utilise les hommes de son entourage pour dresser un portrait au vitriol d'une bourgeoisie uniquement obsédée par le paraître et l'argent. Regardez Charles, il incarne la médiocrité absolue, naïf au possible. Monsieur Homais, le pharmacien, c'est l'arrogance et l'opportunisme par excellence, le genre prêt à écraser tout le monde pour avoir la Légion d'honneur. Monsieur Lheureux, le marchand, c'est le pire du capitalisme prédateur, c'est lui qui l'enferme dans ce piège de dette. Et puis l'abbé Bournisien, qui représente une religion totalement creuse, incapable d'aider une âme en détresse. Bref, on a affaire à un monde profondément corrompu de l'intérieur. Et là, on pourrait se dire, oui, mais ses amants, ils lui offrent une porte de sortie, non ? Eh bien, pas du tout. Ce n'est qu'une autre forme d'exploitation. Rodolphe y joue avec les illusions d'Emma, avec un cynisme et une cruauté hallucinants, et il la jette dès qu'elle devient encombrante. Et Léon, derrière ses grands airs romantiques, c'est juste un lâche. Il est tellement terrifié par sa propre réputation qu'il est incapable de la sauver. Ils ne sont finalement que le reflet des failles de leur propre société. Et l'ironie de Flaubert, c'est vraiment quelque chose. Écoutez un peu comment il décrit Charles. Il accomplissait sa petite tâche quotidienne à la manière du cheval de manège qui tourne en place les yeux bandés, ignorant de la besogne qu'il broie. C'est violent, hein ? Ça résume à la perfection le mépris de l'auteur pour cette complaisance bourgeoise. Le type est complètement aveugle au drame qui se joue littéralement sous son propre toit. Section 4, la quête d'émancipation féminine. Si Emma étouffe à ce point, c'est aussi et surtout parce qu'elle évolue dans un monde profondément patriarcal. Et c'est super intéressant, parce que des analyses académiques, comme cette thèse de l'université de Padoue, examinent la rébellion d'Emma comme une quête viscérale de liberté. Elle refuse de jouer le rôle de l'épouse soumise et effacée. Ses liaisons, ses dépenses excessives, c'est sa façon à elle, bien que maladroite, de transgresser les règles et d'essayer de reprendre le contrôle sur sa propre vie. Ce qui nous amène à un concept tragique abordé dans ses recherches, l'insociabilité féminine. En gros, dans l'univers de Flaubert, une femme qui a des passions, qui sort un peu du moule, elle est systématiquement isolée.
Emma ne trouve aucune véritable complicité sincère avec d'autres femmes. Et vu que les rôles sociaux de l'époque lui interdisent toute indépendance, son besoin vital de se connecter aux autres finit par se pervertir et se transforme en une quête totalement autodestructrice. On arrive enfin à la section 5, le fameux procès pour immoralité. Évidemment, le Second Empire ne rigolait pas du tout avec l'ordre moral. Donc en janvier 1857, bam, Flaubert se retrouve traîné devant les tribunaux pour outrage aux bonnes mœurs. Le procureur, Ernest Pinard, est horrifié. Mais ce qui le rend fou, c'est pas juste qu'Emma trompe son mari, c'est le fait que Flaubert raconte tout ça sans jamais la condamner moralement. Pour l'État, voir une femme assumer ses désirs charnels sans être immédiatement frappée par la foudre divine, et voir la religion décrite comme inutile, c'était tout simplement intolérable. Et c'est là qu'on arrive à l'une des répliques les plus mythiques de la littérature. Même si les historiens en débattent encore un peu, la légende raconte que pour expliquer pourquoi il comprenait si intimement son personnage, Flaubert aurait balancé en plein procès « Madame Bovary, c'est moi ». Et ça dit absolument tout. Malgré son écriture hyper froide et distante, Flaubert ressentait la même aliénation, le même dégoût face à cette société médiocre. Finalement, son avocat a réussi à plaider que la mort atroce d'Emma était en soi une leçon de morale, ce qui a sauvé Flaubert et lui a valu l'acquittement. Pour finir, tout ça nous laisse avec une question ouverte et vraiment fascinante. Cette quête de liberté à tout prix, est-ce que ce n'est pas précisément ce qui a détruit Emma ? C'est tout le paradoxe tragique du livre. En voulant fuir sa prison de médiocrité, elle en a construit une nouvelle, brique par brique, faite de dettes et de mensonges. Son refus de la réalité, c'était à la fois un acte de rébellion hyper courageux et une folie fatale. Et c'est exactement pour ça que ce n'est pas juste l'histoire d'une femme malheureuse, mais bien une œuvre intemporelle qu'on n'a pas fini d'étudier. Voilà, merci beaucoup d'avoir suivi ce décryptage. Il ne vous reste plus qu'à vous replonger dans ce chef-d'œuvre. À très vite!